l'atmosphère de la salle d'audience était électrique d'impatience. Les journalistes murmuraient entre eux, les avocats échangeaient des regards de dernière minute, et tous les regards étaient rivés sur le box des témoins, jusqu'à ce que les lourdes portes arrière s'ouvrent en grinçant. Les têtes se tournèrent à l'unisson. Un silence s'abattit sur la galerie. Et puis, à la stupéfaction générale, Will Smith franchit le seuil. Aucune fanfare ne l'accompagnait, ni convocation officielle, ni déclaration préparée, au juste l'acteur lui-même, calme et déterminé. Même le marteau du juge s'immobilisa en plein vol. La presse se redressa. Les avocats de la défense laissèrent tomber leurs stylos. C'était comme si le temps s'était arrêté. Pendant des mois, le nom de Smith avait circulé dans les colonnes People, les fuites audio et les rumeurs glaçantes chuchotées à huis clos. Pourtant, il était resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. Peut-être était-ce la trahison de ses anciens alliés, les rumeurs se multipliant comme une traînée de poudre, ou les échos obsédants de cet enregistrement clandestin diffusé en privé. Quel que soit le déclencheur, Will Smith avait décidé de parler non pas en tant que célébrité exerçant une influence, mais en tant qu'homme ayant été témoin de l'impensable et en ayant porté seul le poids de son poids pendant bien trop longtemps. Lorsqu'il a témoigné, sa présence a transformé le cours des débats. La salle d'audience, habituée aux témoignages répétés et aux contre-interrogatoires prévisibles, était totalement prise au dépourvu. Ce qui est sorti des lèvres de Smith était plus qu'un simple scandale, c'était un défi lancé, un avertissement lancé au pouvoir et à l'impunité. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire au procès Diddy prit bientôt une tournure inexplorée. Le murmure des conversations résonna dans la salle bondée. Les journalistes, penchés sur leurs carnets, scrutaient les portes en attendant le témoin prévu. Les avocats se penchèrent, échangeant des chuchotements rapides sur leur stratégie. Puis, comme appelé par le destin, les portes latérales s'ouvrirent. Will Smith entra seul sans entourage de stylistes ou d'attachés de presse, sans équipe d'avocats à ses côtés. Juste lui, vêtu d'un simple costume sombre, chaque pas mesuré et réfléchi. Une épingle aurait pu tomber. Certains jurés clignèrent des yeux, incertains de se tromper. Quelques spectateurs murmurèrent, « C'est vraiment lui ?» Pourtant, il n'y eut aucun doute lorsque sa démarche familière le porta à la barre. Le juge haussa un sourcil. Diddy, langoureusement allongé à la table de la défense, se redressa brusquement, la tension s'enroulant autour de lui comme un étau. Smith ne soutint pas son regard, il se contenta de faire face au juge et de parler. « Je n'ai pas été cité à comparaître, » dit-il d'une voix assurée. « Je suis venu ici de mon plein gré, parce que j'ai quelque chose à dire. » Les juges acquiescèrent, lui accordant leur permission. Et sur ce, toutes les attentes dans la salle d'audience changèrent car ce témoignage ne s'inscrivait dans aucun récit médiatique préconçu. C'était la confession d'un homme qui avait ravalé sa peur pendant des années, pour finalement découvrir que le silence était devenu sa propre prison. « J'ai porté ce fardeau bien trop longtemps », commença Smith, le regard perdu dans le vague. « J'ai ri sous les projecteurs, reçu des prix, incarné des héros au cinéma. Mais rien de tout cela ne masque la vérité de ce dont j'ai été témoin, ni de ceux qui l'ont orchestré. » Il se tourna légèrement vers Diddy. « C'était toi. » Il raconta comment tout avait commencé, une invitation discrète pour fêter l'anniversaire de P. Diddy. Proposée par une connaissance commune, elle promettait musique, réseautage et une occasion pour l'élite hollywoodienne de se détendre. Smith, fort de ses collaborations passées, accepta sans hésiter. À son arrivée dans l'immense manoir perché sur les collines, il sentit que quelque chose clochait. D'élégants SUV noirs encombraient l'allée. Des gardes en uniforme patrouillaient à chaque entrée. Avant même d'avoir franchi le seuil, son téléphone fut confisqué au soi-disant pour préserver l'intimité des invités, mais pour Smith, c'était le signe d'un piège. À l'intérieur, l'atmosphère vibrait d'étranges rythmes ambiants. Des miroirs bordaient les murs, reflétant les images déformées de fêtards masqués. Il n'y avait pas de caméras apparentes, mais une impression glaçante de surveillance perpétuelle imprégnait chaque recoin. Après quelques verres partagés et quelques conversations polies, Diddy apparut, saluant Smith d'un sourire mesuré qui trahissait la possession, non l'amitié. « Maintenant, tu fais partie de la famille », avait-il dit. Conduit dans un couloir faiblement éclairé, Smith s'attendait à une discussion d'affaires. Au lieu de cela, il tomba sur un spectacle macabre, d'autres célébrités, des visages familiers du cinéma et de la musique, côtoyaient des jeunes qui semblaient trop jeunes, disposés comme des artistes pour un spectacle privé. Les spectateurs étaient assis, captivés, comme s'ils assistaient à un événement officiel. Et là, au cœur de tout cela, Diddy était assis, riant,
savourant un acte d'exploitation présenté comme un divertissement. La voix de Smith vacillait tandis qu'il se remémorait ce moment. Je ne savais pas comment m'échapper. Et c'était là tout l'intérêt. L'invitation était une initiation. Quelques jours plus tard, un appel anonyme grésilla d'un numéro masqué. Une voix ricana, « J'espère que tu as apprécié la fête, prince de Bel-Air », puis raccrocha. Smith missa sur le compte d'une farce, jusqu'à ce que l'enveloppe non marquée arrive. À l'intérieur, une clé USB. La curiosité prit le dessus sur l'effroi. Les images qu'il visionna le montrèrent, hébété, riant à quelque chose dont il ne se souvenait plus. Une voix désincarnée, celle de Didi, murmura, « C'est comme ça qu'on le garde. » La peur, a témoigné Smith, l'entourait comme une chaîne d'acier. Il savait qu'un refus lui coûterait cher. Les invitations aux événements suivants arrivaient et étaient déclinées sans ménagement. Puis vinrent les subtils assassinats de carrière, les rôles promis s'évaporaient, les collaborateurs de longue date se taisaient. Des rumeurs surgirent en ligne sur sa sexualité, sa stabilité, sa fidélité. C'était de la pression, a expliqué Smith. Il ne m'a jamais menacé directement. Il laissait son réseau s'en charger. Il regardait les gros titres des journaux tandis que d'autres victimes s'exprimaient au Cassie, dont Richard, Meek Mill. Chaque voix courageuse le touchait de plein fouet. S'ils peuvent parler, pensa-t-il, pourquoi pas moi? Et il se tenait donc dans cette même salle d'audience, contraint de rompre le silence. Smith se pencha en avant, la voix basse mais ferme. Cette vidéo était la laisse. Chaque décision que je prenais ensuite me semblait liée à ces ficelles. Il détailla un schéma implacable, invitation à des événements transmises par son agent, projet discrètement abandonné face à son refus, opportunité manipulée pour disparaître par la légion d'attachés de presse, de blogueurs et de producteurs de Didi. Nul besoin de menaces explicites, le système faisait son œuvre. À sa conclusion, la salle d'audience resta suspendue dans un silence stupéfait. Ce n'était pas le scandale hollywoodien qu'ils avaient anticipé, c'était un appel au pouvoir, à la manipulation et au prix de la vérité lorsque les enjeux sont votre gagne-pain, votre réputation et, en fin de compte, votre liberté. Will a témoigné et a raconté un épisode marquant de 2013, alors qu'il était sur le point de décrocher une campagne internationale prestigieuse pour une grande maison de luxe. Nous étions en phase finale de négociation, a-t-il commencé d'une voix ferme mais résolue. J'avais déjà terminé la première séance photo pour le lookbook. Puis, sans prévenir, ils m'ont laissé tomber. Aucune explication. Juste un silence radio. Il a marqué une pause, laissant planer le poids de cet abandon soudain dans la salle d'audience. 2 semaines plus tard, cependant, une invitation est arrivée dans ma boîte mail pour un autre événement prestigieux de Didi. Lorsque j'ai poliment décliné, les appels ont commencé à affluer ou des rumeurs sur les blogs People à mon sujet, chaque rumeur étant minutieusement détaillée, comme si quelqu'un de l'intérieur divulguait des informations qu'il était le seul à connaître. Il a décrit cela comme une véritable guerre psychologique. On commence à s'interroger sur son propre esprit, a-t-il témoigné, on se demande si on réagit de manière excessive ou si on perd le contrôle. Mais ensuite, le schéma devient impossible à ignorer, les affronts chuchotés, les punitions subtiles. On réalise que ce n'est pas dans sa tête, on est coincé. Will a expliqué au jury qu'il n'était pas seul dans cette épreuve, il connaissait d'autres artistes pris au même piège invisible. Certains restent assis ici, silencieux, a-t-il dit en regardant autour de lui. Liés par des contrats qui les bâillonnent, ou figés par la peur de ce qui pourrait arriver s'ils osaient parler. Tournant délibérément son regard vers Didi, où il rendit un verdict sans détour, vous n'avez pas simplement amassé des talents. Vous les avez contrôlés. La salle d'audience reprit son souffle. Mais cette manipulation, souligna-t-il, allait bien au-delà des carrières individuelles, elle s'infiltrait dans l'infrastructure même d'Hollywood. Personne ne monte sur une grande scène sans côtoyer quelqu'un qui l'a élevé, expliqua Will. Il se souvint d'un gala de charité auquel il avait assisté en 2016, un événement ostentatoire où les magnats de la musique, du cinéma, de la politique et des technologies convergeaient sans cesse autour de Puff comme s'il était la cheville ouvrière de l'événement. J'ai même vu un dirigeant d'une importante plateforme de streaming lui glisser une clé USB en murmurant « Vous seul avez le montage final ». Will refusa de révéler le contenu de cette clé, mais il affirma que cela confirmait tout ce qu'il soupçonnait depuis longtemps, il ne s'agissait pas d'une simple rencontre informelle, mais d'une surveillance à grande échelle. Il a brossé un tableau saisissant des interactions sociales déformées par le pouvoir, acteurs, rappeurs et personnalités en vue se comportant avec une obséquiosité quasi totale envers Didi, suspendu à ses rires,
s'inclinant devant lui à chaque échange. Ce n'étaient pas des amis, dit Will doucement. C'étaient des survivants. Il expliqua qu'une des raisons de son silence pendant 2 décennies était la crainte d'un exil permanent. Je croyais que mon manteau était déjà accroché, mon nom discrètement effacé de la liste noire, pas de liste noire officielle, juste le doux écho du doute et la fermeture des portes. Pourtant, admettait-il, Puff ne parvenait pas à conquérir une frontière, la loyauté du public. Mon public refusait de me laisser disparaître, déclara Will au tribunal. C'est la seule chose qui lui manquait, le cœur des gens. Au fil du temps, il revoyait de vieilles images ou interviews sur tapis rouge, after party, conférences de presse et remarquait l'ombre omniprésente de Didi, qu'il soit présent physiquement ou qu'il exerce une influence invisible. Puis vint le moment qui brisa le silence que Will s'était imposé. À voix basse, il dit, « J'ai vécu dans le déni pendant 20 ans, me persuadant que cela n'arrivait pas, du moins pas à moi. » Et puis l'enregistrement a refait surface. Au début, il ne crut pas aux rumeurs d'enregistrement secret. J'ai reçu un appel non pas d'un procureur ou d'un journaliste, mais d'une personne en qui jadis j'avais confiance qui me dit, « Will, on t'a écouté hier. » Les gens parlent. C'était comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Je n'avais jamais soupçonné l'existence d'une telle cassette. Mais une fois que j'ai accepté sa possible authenticité, les pièces du puzzle se sont mises en place, le blackout, l'enveloppe mystérieuse, les numéros bloqués. Will a décrit une veillée nocturne, repassant des souvenirs dans sa tête, fragments de fête, éclairs de confusion jusqu'à ce qu'il prenne conscience du système dans son ensemble. Il a expliqué que son point de rupture n'était pas la peur, mais l'humiliation totale. Si je restais silencieux, cela deviendrait mon héritage. Mes enfants, mes petits-enfants liraient ces gros titres, et que penseraient-ils de moi? Fort de cette constatation, a-t-il dit, il a contacté lui-même le parquet. Je leur ai dit, je suis prêt. Posez-moi toutes vos questions. Regardant droit vers le jury, il déclara, je n'ai pas seulement été contraint. J'ai été manipulé, filmé et déshumanisé. Sa voix s'aiguisa lorsqu'il se tourna vers Didi, et vous étiez parfaitement conscient de chaque manœuvre. Will ferma brièvement les yeux, se préparant à un souvenir qu'il avait eu du mal à enfouir. Lorsque l'accusation lui demanda s'il souhaitait écouter les enregistrements, il admit un instant d'hésitation, mais je savais que je devais le faire. À huis clos, sans autre public que le juge, les avocats et lui-même, il écouta son propre rire résonner en lui, creux, drogué, contre nature. Il entendit clairement la voix de Didi dire, c'est comme ça qu'on les force à entrer, suivi de son propre nom prononcé dans un contexte trop ignoble pour être répété. Cette cassette m'a dépouillé de mon humanité, dit Will, la voix brisée. Je n'ai jamais consenti à être enregistré. Je n'ai jamais donné mon accord. Pourtant, il l'a gardé peut-être comme une arme, peut-être comme un trophée. Pendant des années, Will a souffert d'anxiété inexplicable et de crises de panique lors des interrogatoires. Maintenant, je comprends pourquoi, je revivais un traumatisme dont je ne me souvenais pas consciemment. Il a déclaré au jury que la révélation la plus terrifiante n'était pas le contenu de l'enregistrement, mais ce qu'il effaçait de sa mémoire. Il les a interpellés, imaginez le pouvoir qu'il faut pour réduire au silence quelqu'un comme moi pendant 2 décennies sans même le savoir. Lorsque les médias ont commencé à diffuser des extraits de son témoignage, la machine à limiter les dégâts d'Hollywood était déjà débordée. Les clips sont devenus viraux en quelques minutes sous des hashtags comme #OrWillSpeak et #DidiPhil. À ces moments-là, le monde voyait Will non pas comme une célébrité raffinée, mais comme un survivant, une vérité qu'il se sentait obligé de partager malgré la tempête que cela allait déclencher. Moins de 24 heures après son témoignage, il avait perdu 2 contrats de marque en suspens, mais, concluant, je préfère affronter cette perte plutôt que de laisser le silence me définir à jamais. Un autre studio a même renoncé à promouvoir le film qu'il avait déjà terminé. Mais pour lui, cela n'avait plus d'importance, il avait perdu quelque chose de bien plus précieux depuis des années, sa propre voix. Soudain, les appels commencèrent. De douces sonneries furtives au cœur de la nuit. Des messages fusèrent, des textos d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs. Certains remerciaient, d'autres, de sévères avertissements. Une voix avertit, vous n'avez aucune idée à qui vous venez de déclarer la guerre. Une autre siffla, vous êtes devenu radioactif. Will, conscient des contraintes légales, s'abstint de citer des noms, mais il hocha gravement la tête lorsque l'accusation fit référence à des personnalités comme Kevin Hart, Meek Mill et Lucien Gringe. Ce n'est pas seulement un problème de Didi, a-t-il déclaré au tribunal. C'est une industrie qui prospère grâce au silence imposé,
où chaque poignée de main scelle un pacte de confidentialité. Il a admis soupçonner l'existence d'images plus compromettantes ou des enregistrements qui le présenteraient comme un personnage erratique, brisé. Qu'il les divulgue, a-t-il osé. J'en ai assez de me protéger. Je suis ici pour découvrir la vérité. Il prépara la salle d'audience à l'inévitable contre-coup, dénégation, diffamation. Ils diront que je suis amer, que j'invente des mensonges pour attirer l'attention. Mais je vous le demande, si c'était un mensonge, pourquoi attendre 2 décennies? Pourquoi tout risquer maintenant, alors que je risque plus que jamais de perdre? Sa voix trancha les murmures comme un éclair, la vérité arrive peut-être tard, mais son impact ébranle les cieux. Pour sa dernière salve, le juge lui accorda une adresse directe à Didi. Will se leva de la chaise de témoin et s'avança, les yeux rivés sur son oppresseur. Vous avez bâti votre empire sur la manipulation, commença-t-il, chaque mot étant réfléchi. Vous appeliez ça triomphe. Vous appeliez ça culture. Vous appeliez ça amour. Mais en réalité, tout ce que vous avez bâti, c'est la terreur. Le silence s'installa. Didi ne dit rien, entouré de ses avocats qui lui murmuraient à l'oreille. Inébranlable, Will poursuivit, j'ai été témoin de ce que vous avez fait à ces jeunes femmes. J'ai enduré ce que vous m'avez fait. J'ai entendu vos mensonges murmurer à mon sujet alors que vous pensiez que j'ignorais tout. Vous avez brisé des vies par simple jeu. Sur ce, il sortit une vieille photo de sa poche de veste. C'est moi en 2004, quelques instants avant cette première fête infâme. C'était l'homme que j'étais. Il brandit la photo et se tourna vers le jury. Si vous croyez que cette affaire se résume à Cassie, à moi ou à une nuit dans un manoir, vous passez à côté du complot plus vaste. Il s'agit d'un réseau de pouvoir conçu pour étouffer la vérité. Et si nous ne le démantelons pas maintenant, il continuera sans contrôle. Il fixa Didi d'un dernier regard d'acier. Tu as dit un jour, personne ne fait la fête comme Didi. Eh bien, personne ne trompe comme toi non plus. Puis il retourna à grands pas au stand, rassembla ses affaires et sortit sans un regard en arrière. Laissé derrière, Didi était assis, épuisé, le visage blême, les doigts tremblants pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus aux commandes. Lorsque Will s'est retiré, il n'affichait aucune expression de triomphe. Au contraire, il semblait libéré d'une fuite interminable, même si le poids de 20 ans de traumatisme pesait encore sur ses épaules. Les journalistes lui ont ensuite demandé s'il ressentait du soulagement. Il a simplement répondu, soulagement n'est pas le mot juste. C'est juste, terminé. Pourtant, devant le tribunal, le monde commençait à peine à s'agiter. Hollywood était plongé dans un profond silence de panique, les réunions étaient annulées, les contrats suspendus, les dirigeants publiaient des déclarations soigneusement formulées, affirmant leur choc et leur engagement à rendre des comptes. Les équipes de relations publiques se sont empressées de dissocier les clients de leurs anciennes alliances avec M. Combs. Presque immédiatement, Internet a exhumé les reçus, des images d'événements prestigieux où les rires masquaient l'inconfort, des interviews où les questions indiscrètes étaient habilement esquivées, de vieux clips d'un Will plus jeune reculant à la simple mention du nom de Didi. Les fans n'étaient pas seulement stupéfaits, ils étaient outrés qu'un seul homme ait porté ce fardeau seul, que les rumeurs aient été si longtemps balayées par la conspiration et que l'industrie soit restée complice. Mais Will ne recula pas. Le lendemain, il partagea une photo en noir et blanc, lui en 1993, un jeune acteur aux yeux pétillants, souriant au soleil. La légende disait, il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il a survécu. Je suis fier de lui. Pas de fanfare, pas de hashtag, juste un témoignage discret de survie. Les réactions ont afflué, des millions de partages, des dizaines de milliers de commentaires. Célébrités, militants, citoyens ordinaires l'ont remercié pour son courage. Des survivants, surtout des hommes, ont inondé son message de leur propre témoignage. Vous nous avez donné une voix, a écrit l'un d'eux. Si Will peut parler, nous aussi. Au tribunal, le camp de Didi se rassembla à nouveau. Les assignations à comparaître se multiplièrent, appelant à étiqueter des dirigeants, des responsables de la distribution et des conglomérats médiatiques. Le témoignage de Will avait fait plus que démasquer un homme, il avait fait sauter un barrage, et maintenant, la vérité montait. Des rumeurs circulaient au sujet d'enregistrements scellés mettant en scène d'autres sommités, et des initiés avertissaient que toute fuite pourrait bouleverser l'ensemble du secteur. Pendant ce temps, Will déclinait les interviews et annulait ses apparitions publiques. Il ne se cachait pas, il guérissait, concentré sur la reconstruction de sa vie. Comme l'a confié un ami anonyme à Variety, il est enfin en paix.
Il ne fait plus semblant. Avant de lever l'audience, le juge a tenu une propos qui a résonné au-delà des murs de la salle d'audience. Ce que nous avons entendu aujourd'hui n'était pas un simple témoignage. C'était une mise au point. Dans le silence feutré qui a suivi, le jury est resté immobile, absorbant le poids de chaque mot. Et dans ce silence, une vérité est devenue indéniable, l'ère du silence est révolue.